Merci beaucoup. Soyez les bienvenus dans cette belle salle de l'Aubette. Évidemment, nous serons un peu plus nombreux ce soir pour un sujet probablement plus populaire. Mais je suis vraiment très heureux d'être auprès de vous aujourd'hui pour ouvrir cette première séance publique de notre troisième forum des religions, qui est créé, managé avec nos amis de l'université, de la région Grand Est et bien sûr de la communauté européenne d'Alsace. Ce forum a choisi cette année pour thème la tolérance. Et je voudrais souligner combien ce sujet est un sujet d'actualité, bien sûr, mais aussi un sujet où nous pouvons chacun nous retrouver. Pourquoi ce sujet ? Parce que la tolérance, d'une certaine manière, c'est la tolérance que chacun d'entre nous a vis-à-vis de lui-même, la tolérance qu'il a vis-à-vis des autres, la tolérance que les religions se donnent les unes envers les autres et que la République se donne. Se tolérer soi-même, c'est d'accepter la différence de l'autre, c'est justement l'enseignement des religions. Et c'est en cela que ce travail que 3 collectivités et l'Université de Strasbourg organisent, c'est pour cela, puisque justement, cette tolérance prônée par l'ensemble des religions, et nous avions 8 cultes qui étaient réunis ce matin autour de la mère et du président de la CEA, ces 8 cultes professent cette tolérance. Et c'est en cela que la position est républicaine et est indispensable au fonctionnement de notre société. La question qui se pose cet après-midi est de la même nature, mais un peu spécifique. Je l'ai croisée tout à fait par hasard, fin de la semaine dernière, en lisant Lyon Magazine, qui est une revue locale de Lyon que par le plus grand des hasards, je me suis retrouvé à lire. On y racontait l'histoire d'un jeune homme qui s'était radicalisé, probablement pour trouver une identité, et qui avait été condamné après avoir proféré des menaces et écrit des propos très violents sur un réseau social bien connu. Il se retrouvait donc emprisonné, et c'est dans ce contexte qu'il a retrouvé sa vraie spiritualité grâce à un aumônier qui était présent. Bon, inutile de vous le cacher, l'aumônier était un imam et le jeune était musulman, c'est d'actualité. Mais ce témoignage-là est un témoignage extrêmement vrai, je pense, mais aussi qui nous montre combien les lieux d'incarcération sont des lieux où l'on peut rebondir, se reconstruire. Et c'est en cela, probablement, que nous allons nous retrouver cet après-midi. Les religions relient, c'est leur origine, et c'est en cela que la société en a besoin. Je ne paraphraserai pas tous les propos qui ont été tenus ce matin, puisqu'un certain nombre d'entre vous étaient présents ce matin, mais effectivement, le consensus s'est construit autour de cela. Voilà, je suis beaucoup trop bavard. Je voudrais céder la parole à mes collègues et les remercier, tout particulièrement Martine Dietrich qui va me succéder ici et Gabriel Rosner-Bloch qui nous ont tous les deux, au nom de la CEA et de la région Grand Est, énormément aidés, avec lesquels nous avons des liens, je crois, de complicité pour réaliser ce forum. Je voudrais, bien qu'il soit absent, signaler l'excellence de la coopération que nous avons avec l'Université de Strasbourg et saluer tout particulièrement Mathieu Schneider qui, en tant que vice-président, conduit à nos côtés ce forum. Je voudrais également saluer nos invités,
Gérard Beureux, présent... ah voilà, il est là, il se cachait. Voilà, qui préside l'association Renaissance de l'abbaye de Clairvaux, sujet qui va être traité bientôt. Laurent Ridel, qui est le directeur de l'administration pénitentiaire. Monsieur le directeur, grand bonjour. Pascal Ickel, qui est l'aumônier national des protestants en prison. Voilà, oui, nous étions côte à côte il n'y a pas très longtemps. Madame Chantal Gérard, qui est aumônier régional des prisons et qui a subi un petit traumatisme puisque le train qu'elle devait prendre a déraillé. Finalement, c'est peut-être la grâce qui a fait que vous êtes parmi nous ce soir, ou cet après-midi. Et Abdelkrim Haït El-Kaïd, aumônier régional des musulmans des prisons. Voilà. Je voudrais également adresser des salutations très particulières et leur est, je crois, bienvenue à l'ensemble des collaborateurs de nos 3 collectivités et de l'université parce que, je dois vous le dire, ils ont accompli un travail exceptionnel en quelques mois seulement pour organiser matériellement, mais pas que, aussi sur le contenu, l'ensemble de nos rencontres aujourd'hui. Ça n'a pas été une tâche très très simple parce que voilà, nous sommes en période de Covid, les invitations sont parfois un peu difficiles, on dit oui, on se dédie, on revient. Ils ont effectué, et je vous en remercie toutes les 4, tous et toutes, Philippe, pardonne-moi d'imposer le féminin, mais toutes et tous, vous avez réalisé un travail exceptionnel. Je voudrais également remercier le monde des religions qui nous a accompagnés, qui nous accompagnera encore dans ce travail, mais également Jacques Fortier, qui est un complice très ancien sur ce sujet, ainsi que les Sacrées Journées et l'association du Pont. Voici venue l'heure de céder la parole à ma collègue Martine Dietrich. Quand tu veux. La parole est donc à Martine Dietrich, conseillère d'Alsace, déléguée à l'interreligieux. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, Martine Dietrich, conseillère d'Alsace du canton de Colmar 1, et donc plus particulièrement en charge du dialogue interreligieux sur tout le territoire alsacien. L'engagement de la CEA à ce forum des religions, c'est une première. Effectivement, la collectivité et surtout son président Frédéric Biry a souhaité effectivement que la collectivité s'investisse dans ce forum interreligieux, ou dans ce forum des religions, pardon. Et plus particulièrement, l'engagement de la collectivité lors de ce forum se fera le samedi soir avec les religions. 5 villes alsaciennes, Haguenau, Strasbourg, Sélestat, Colmar et Mulhouse, où nous aurons plus de 30 lieux de culte ouverts au public. C'est un partenariat qu'on a souhaité, inédit encore dans le territoire. Et donc, c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont jamais eu l'opportunité de rentrer dans une synagogue ou dans une mosquée. L'occasion leur est donnée ce samedi soir pour pouvoir effectivement visiter, discuter avec les représentants des cultes dans ces divers lieux de culte. Voilà, je ne vais pas être plus longue. J'aurais tant de choses à dire. Bon, il y avait également déjà eu le dispositif des veilleurs de mémoire, mais c'est un autre sujet, ce n'est pas le sujet de ce soir. Donc voilà, je représente donc la collectivité, le président Frédéric Biry, et nous sommes donc heureux et fiers d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à vous. La parole est à Madame Gabrielle Rosner-Bloch, vice-présidente de la région Grand Est, en charge notamment de l'interreligieux. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour les élus et ceux qui sont venus de loin pour parler après moi d'ailleurs pour cette conférence.
Je rappelle, donc je représente la région Grand Est, juste pour vous rappeler que la région est partenaire de ce Forum des religions depuis 2019, c'est-à-dire depuis le début, et que nous attachons une importance toute particulière à l'existence du dialogue entre les religions et du dialogue interreligieux en général, dans le cadre évidemment du principe de la laïcité, tel que ça se conçoit, prenant pour chaque citoyen la liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire. C'est dans ce cadre que la région Grand Est a souhaité proposer, en complément des autres événements de ce forum, une séquence dédiée au monde pénitentiaire, avec tout d'abord la séquence qui va suivre sur l'abbaye de Clairvaux, sachant que les monastères ont toujours servi de modèle aux institutions d'enfermement punitif telles qu'elles existent toujours. Nous avons trouvé la matière à faire le lien entre l'enfermement volontaire et involontaire, au sein duquel la foi et la tolérance se sont rencontrées. D'ailleurs, il y a un projet de reconversion du site de l'abbaye de Clairvaux, dont on va parler tout à l'heure, et qui va donc être le sujet de la prochaine conversation. Nous avons également, nous, la région Grand Est, avons également proposé une table ronde sur l'aumônerie dans les prisons, qui est un sujet d'actualité puisqu'il est au cœur d'une mission parlementaire menée actuellement par Bruno Questel. Nous avons la chance de recevoir M. Laurent Ridel, directeur de l'administration pénitentiaire, ainsi que M. Jean-Michel Camus, directeur régional de l'administration pénitentiaire. Nous accueillons également les aumôniers de prison des différentes religions, ce qui permettra de pouvoir entendre des voix et des expériences différentes sur ce sujet. Je rappelle juste que l'aumônerie de prison est inscrite dans la loi de séparation de l'Église et de l'État et qu'il s'agit là du droit de chacun de pouvoir pratiquer un culte ou pas et de rencontrer un aumônier, y compris lorsque la personne est dans un environnement fermé. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Jacques Fortier et à nos invités et je me réjouis, comme vous, de les écouter. Merci. Qui retransmettent notre propos. Nous ne sommes pas très nombreux en ce moment et il y a peut-être une raison. Alors c'est une mauvaise raison, bien évidemment, puisque vous ne la partagez pas, mais c'est une raison assez évidente. Clairvaux, ça n'est pas la porte à côté. Clairvaux, c'est d'abord un village. Un tout petit village d'une centaine d'habitants dans l'Aube, donc dans le Grand Est, à quand même un peu plus de 300 km de Strasbourg. Ce n'est plus une commune depuis très longtemps. Il est rattaché à Ville-sous-Ferté, n'est-ce pas ? Ville-sous-la-Ferté. Mais Clairvaux, c'est surtout, et cela, beaucoup d'entre vous le savent, une abbaye et une prison. Et c'est cela qui a suscité l'intérêt des partenaires qui organisent le Forum des religions. Parce que les abbayes et les prisons ont une large part d'histoire commune dans l'histoire de France. Pas seulement parce que cela a été dit, les unes et les autres enferment des êtres humains, les uns par vocation, les autres par condamnation, mais surtout parce qu'un certain nombre d'abbayes sont devenues des prisons. Alors cela s'est fait surtout au moment de la Révolution, après l'éviction des ordres monastiques, et au Premier Empire. Les ordres monastiques sont devenus indésirables, ils ont été, on dirait aujourd'hui, expropriés. Plusieurs abbayes ont été transformées en établissements pénitentiaires. On pense bien sûr au Mont-Saint-Michel, en Normandie, à Fontevraud, dans le Maine-et-Loire, à Loos, dans le Nord, et puis bien sûr à Clairvaux. Alors l'actualité, c'est que prison et abbaye vont se quitter à Clairvaux. Ce sera en 2023, la maison centrale de Clairvaux, qui a déjà ses propres bâtiments sur le site, va fermer. C'est donc une nouvelle page de l'histoire de Clairvaux qui va s'ouvrir. Des questions se posent, un débat est en cours et nous allons en parler ensemble. Alors pour nous éclairer, vous le savez, c'est un spécialiste, et oserais-je dire un amoureux, de Clairvaux, Gérard Beureux. Alors bonjour à vous, vous êtes président de l'association Renaissance de Clairvaux. Merci bien sûr d'avoir fait ces 300 km pour nous rejoindre. Et avec vous, nous allons nous interroger sur Clairvaux après la prison. Et pour mieux comprendre, il est clair qu'il faut parler un peu de Clairvaux avant la prison et avec la prison. Alors des images
vont défiler dans quelques secondes derrière nous, qui sont des images qui ont été réunies par Mireille Bouvet, responsable de l'inventaire à la région, et qui racontent un peu cette histoire de Clairvaux, cette histoire commune, mêlée, qui fut de abbaye et prison. Parce que, on l'a dit, d'abord une abbaye, fille de la première abbaye cistercienne, Cîteaux, et d'un homme, un moine du XIIe siècle, Bernard de Clairvaux. Alors comment naît Clairvaux, Bernard Bereux? Oui, bonjour à tous. Eh bien déjà, plus facile, quand naît Clairvaux? Donc le 25 juin 1115, donc il y a 7 ans maintenant, on a fêté les 900 ans de l'abbaye. Donc Bernard, qui était arrivé 3 années auparavant dans l'abbaye de Cîteaux, qui n'était pas très ancienne, elle avait été elle-même fondée en 1098. Il est arrivé avec toute une bande de compagnons. Il a dynamisé, si on peut dire, ce monastère qui avait été créé par Robert de Molesme avec une envie claire qui était de restaurer le monachisme bénédictin, revenir à la règle de Saint-Benoît dans toute sa rigueur. Donc Bernard arrive en 1115, c'est la 3e fille de Cîteaux, une 4e fille majeure naîtra, on pense, 2 ans après à Morimont, et ces 5 abbayes, Cîteaux et les 4 filles, eh bien, vont essaimer, comme il est convenu de le dire, à une vitesse incroyable, jamais égalée par d'autres ordres monastiques, jusqu'à couvrir l'Europe entière de monastères, et ceci, je répète, extrêmement rapidement. Voilà. Le monachisme ne garde pas cette vivacité si longtemps que ça, peut-être un siècle et demi, mais pour faire vraiment un raccourci, l'abbaye de Clairvaux, comme les autres abbayes nommées, échappe au régime de la commande. C'est ce régime qui faisait que c'était le pouvoir politique qui envoyait des abbés, lesquels s'occupaient surtout de venir chercher les revenus des abbayes. Et Clairvaux échappe à ce régime de la commande et progressivement devient immensément riche. Et au moment où l'histoire religieuse de Clairvaux cesse, comme l'a dit M. Fortier, donc à la Révolution, très peu de temps après, on pense 91 ou 92, eh bien, Clairvaux est une fortune incroyable, 20 000 hectares, 17 000 hectares de forêt, 3 000 hectares de vignes et de terres cultivées. Et évidemment, commence très peu de temps après la deuxième vie importante de Clairvaux. Il y a eu un petit intermède où des artisans, des petites entreprises ont travaillé sur le site de l'abbaye, mais la deuxième vie de Clairvaux commence véritablement en 1808, quand Clairvaux devient, comme l'a dit M. Fortet, une prison. Et quelle prison! Voilà. Alors Bernard Bereux, qu'est-ce qu'il reste sur le site de cette première page de l'histoire de Clairvaux? Alors de la toute première page du 12e, j'ai dit création 1115, mais en 1115, les moines s'installent dans des locaux très provisoires, dont on n'a pas de traces. Il y a des fouilles qui seront peut-être entreprises. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose des 20 premières années de Clairvaux. En revanche, après, il y a une grande abbaye médiévale dont on a d'une part des traces écrites, gravées, pas tant que ça quand même, mais surtout on a le magnifique bâtiment des Convers. Il y a une des diapositives, je ne suis pas tourné pour vous dire à quel moment, mais vous reconnaîtrez une architecture d'un grand dépouillement tel que l'a voulu Bernard de Clairvaux. Et donc c'est la dernière trace importante de l'occupation du XIIe, mais au XVIIIe siècle, quelques dizaines d'années avant la Révolution, un abbé de Donmayer décide que cette abbaye médiévale n'est plus ce que l'on souhaite. Et alors là, pour le coup, la plupart des bâtiments que vous voyez sont des bâtiments de cette reconstruction. C'est énorme, le site fait 30 hectares. Beaucoup de bâtiments sont classés.
on compte ça en mètres carrés de plancher. Il y a 28 000 mètres carrés de plancher de bâtiments classés sur le site de Clairvaux. Ce qui d'ailleurs, au risque de précipiter la transition, ce qui d'ailleurs est une donnée majeure de la problématique de l'avenir de Clairvaux, puisqu'une fois que la centrale aura définitivement fermé, ce qui, comme il a été dit, est imminent, eh bien, il va falloir trouver une utilisation pour ce site qui est, ça ne ressort pas de ce que j'ai dit, mais qui est d'une importance historique majeure, tant il est vrai que Bernard de Clairvaux, bien sûr, a été, au-delà même des premiers abbés de Cîteaux, celui qui a été à l'origine du développement dont j'ai parlé il y a quelques instants. Alors, M. Beureux, vous l'évoquiez à l'instant, donc à la Révolution, l'abbaye est vendue comme bien national. Pendant quelque temps, elle sert à des ateliers, des petits industriels, et puis elle devient une prison. Ça, c'est une décision du Premier Empire, enfin en tout cas de Napoléon en 1808 ou de ses services. Et qu'est-ce qu'occupe alors la prison? Ce sont tous ces bâtiments dont vous parliez du 18e essentiellement. Essentiellement, mais également le bâtiment du 12e dont il était question, qui était lui la prison des femmes. Parce qu'il y avait simultanément une prison qui certes était plus importante que les autres, la prison des hommes majeurs, mais il y avait aussi une prison de femmes et il y avait une prison d'enfants. Bon, il faut plutôt parler à ce sujet de colonies pénitentiaires. Les jeunes détenus étaient dans les fermes environnantes et étaient rassemblés périodiquement dans un bâtiment qui était les écuries du Père Abbé pour l'abbaye 12e. Je ne pense pas qu'il y ait de diapositive, mais de toute façon, vous êtes invités tous, autant que vous êtes, à venir visiter le site. Sachez que vraiment, la visite mérite plus qu'un détour, mérite un voyage précis. Et du coup, vous verrez, vous comprendrez par la visite de nos guides. L'association est professionnalisée. Il y a une directrice et 4 guides professionnels. Il y a aussi des guides bénévoles. Et au travers des visites, eh bien, vous comprendrez que la totalité des bâtiments de ces fameux 30 hectares a eu un certain rôle dans la prison à partir de 1808. Et ça a été dit, avant qu'il y ait des bâtiments spécifiques qui ont été construits donc en 1970, mais toujours bel et bien dans l'enceinte, ce qui fait que les deux histoires sont mêlées et ça intervient maintenant dans la réflexion pour l'avenir du site. Ces histoires sont mêlées et il serait sans doute tout à fait hors de propos de chercher à les séparer, par exemple en revenant à une espèce d'abbaye mythique, en essayant de faire oublier que pendant plus de 2 siècles, la totalité des bâtiments a servi à l'enfermement, en particulier dans le cadre de cette centrale, avec, comme vous le savez, vous connaissez sûrement ce sujet des prisons, des détenus quand même très particuliers, condamnés à de longues peines, et avec un effectif important, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il reste à peu près 60 détenus, mais il y en a eu plus du triple il y a une bonne dizaine d'années. Alors, l'étape nouvelle, évidemment, c'est la fermeture annoncée de la maison centrale, sans doute au début de l'année prochaine. Elle a été annoncée en 2016, confirmée depuis. Alors, on a parlé dans un premier temps de raser des bâtiments. Il y a déjà un bâtiment qui a disparu, en l'occurrence, un bâtiment créé dans les années 70. Depuis, les choses ont évolué. Votre association n'y est pas pour rien. Elle est complètement dans le débat. Alors, quelles sont les pistes qui sont sur la table pour Clairvaux demain ? Bon, c'est beaucoup d'éléments, mais je vais reprendre ça. C'est 2006, la décision de la fermeture. Alors 2006, en fait, le garde des Sceaux qui a, avec ses services, prévu la fermeture de la prison centrale, pour des raisons qui étaient, semble-t-il, liées à la vétusté, mais en tant que participant à de nombreuses visites, les directeurs invitent les guides, que ce soit les guides professionnels ou les guides bénévoles, en particulier parce qu'on entend des choses qui sont des contre-vérités de nos visiteurs et avec souplesse, discrétion, on essaie de rétablir à partir de ce que l'on sait, nous, de l'enfermement. Oui, donc, en fait, quelles que soient les raisons qui ont présidé, qui ont fait qu'il y a eu cette décision,
eh bien, il y avait une volonté du garde des Sceaux qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible par rapport à la décision. Et 2 des 4 bâtiments qui ont été évoqués des années 70 ont pratiquement immédiatement été détruits. Voilà. Donc il reste actuellement 2 de ces bâtiments, 2 des 4. Un est un bâtiment d'enfermement, l'autre était un bâtiment qui était plutôt consacré à des réunions, à des rendez-vous médicaux. Il abrite maintenant le nouveau quartier d'isolement, puisque le quartier d'isolement précédent, qui lui en revanche est dans le diaporama, eh bien, ne pouvait plus être utilisé parce qu'il n'était plus d'un seul tenant avec les bâtiments carcéraux d'aujourd'hui. Donc il reste 2 bâtiments. Et il était fortement question que ces bâtiments soient détruits dès le départ du dernier prisonnier, donc dans les dates que M. Fortier a indiquées. Il y a eu une levée de boucliers, en particulier les historiens, qui ne comprenaient pas qu'on raie d'un trait de, non pas de plume, mais peut-être de bulldozer, merci, des bâtiments qui ont bien sûr beaucoup à dire. Hein. Une idée qui se répand de plus en plus, c'est qu'il est important de connaître la manière utilisée pour gérer les prisons, pour enfermer les personnes dans le cadre du droit des règlements que vous connaissez tout aussi bien que moi. Et donc, au dernier comité de pilotage, ça va nous emmener un petit peu vers la lourde machine qui a été mise en route pour prévoir l'avenir. Donc, au comité de pilotage qui a eu lieu au mois de décembre, eh bien, le préfet de l'Aube, qui dirigeait ce comité, a dit que compte tenu d'un certain nombre de choses, il y a eu aussi, puisqu'on est l'hôte en particulier du conseil régional, il y a eu les interventions d'un vice-président du conseil général, il y a eu aussi les interventions du département. C'est vrai que l'association a eu sa part aussi. Il y a eu des tribunes dans la presse. On ne nous a pas dit quelle était de toutes ces interventions celle qui avait été déterminante. Vraisemblablement, c'est d'ailleurs l'ensemble de ces interventions. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a au minimum un moratoire par rapport à cette destruction des derniers bâtiments de l'enfermement, des derniers bâtiments de 1970. Évidemment, ces bâtiments qui ne sont pas classés, dans l'idée en particulier de l'État propriétaire, ces bâtiments n'ont pas la priorité par rapport aux nombreux bâtiments classés. En revanche, il est envisagé que parmi ceux qu'on pourrait appeler les repreneurs, la propriété devrait rester à l'État, ministère de la Culture, mais il y aura des intervenants sur la base soit de concessions, soit de baux à très long terme. Eh bien, il est très envisageable que ces bâtiments trouvent une utilisation, en particulier dans un premier temps, bien sûr, de la recherche. Et puis, après, il y a beaucoup de choses à imaginer. Je voudrais dire que c'est un travail très, très lourd, un dossier très délicat, et je ne pourrais pas vous dire ce que sera Clairvaux. Je peux vous dire que beaucoup de gens travaillent. Il y a même eu une personne au ministère de la Culture précisément nommée pour ce dossier-là. Si vous allez, je vous invite à le faire sur le site du ministère de la Culture pour voir l'organigramme des quelques dizaines, peut-être 60-70 personnes qui sont responsables au plus haut niveau de ce ministère, vous ne trouverez qu'un nom de site. Vous trouverez le nom de Clairvaux. Vous ne trouverez pas Versailles, que sais-je. Bon, évidemment, il y a les conditions particulières qui sont à l'origine de ce fait. Mais je veux dire que ce fait montre l'intérêt de l'État pour ce patrimoine et pour l'histoire qui y est attachée. Gérard Berreux, vous insistez beaucoup sur le fait que c'est une mémoire croisée, mémoire à la fois de l'abbaye et à la fois de la prison, que c'est cela que vous souhaitez qu'on préserve d'une certaine façon. Aujourd'hui, quand vous faites visiter un groupe ou des personnes, qu'est-ce qu'on montre de Clairvaux ? Très bonne question, merci. Alors, évidemment, on ne montre pas ces bâtiments de 1970, tout au plus, peut-être quelquefois par une fenêtre. En revanche, avant cette date charnière, eh bien, évidemment, il y a eu de
longues décennies qui ont abrité déjà la prison avec le même type de détenus, pas au tout début, mais plus on avançait dans le temps, plus on était sur un type de détenu tel qu'on l'imagine aujourd'hui dans une prison centrale. Et donc dans le parcours de visite, et pour le coup Mireille Bouvet qui est parmi nous a sélectionné des photos qui sont particulièrement éloquentes. Je vais attendre qu'elle passe pour vous les commenter un petit peu. Alors ça, en revanche, c'est un bâtiment d'isolement qui est postérieur. À part les bâtiments de 70, on peut dire que c'est le seul bâtiment qui n'a pas d'histoire commune avec l'abbaye. Mais on va voir arriver d'autres... donc les célèbres cages à poules en particulier, c'est peut-être pas elles qui seront là les premières. Alors ça, c'est toujours dans le bâtiment d'isolement. C'est une très belle gravure d'un détenu. Voilà. Bon, en tout cas, la totalité des bâtiments de l'abbaye a été occupée par la détention. Si on vous pouvait revenir à cette assemblée, 2 diapos avant. Donc là, il y avait la prison des femmes. Bon. Donc j'aurais voulu, vous avez vu passer une photo qui date des années 30, qui est une photo de ce qu'on appelle le réfectoire chapelle. Donc réfectoire, le nom vient de l'usage que les moines du 18e, enfin de la construction du 18e avaient réservé à ce lieu. Moi je dis quelquefois la salle à manger du Père Abbé, parce que réfectoire, ça évoque une austérité. Or c'était un bâtiment d'un luxe incroyable. La sobriété de Saint-Bernard était bel et bien sortie 6 siècles après la création. Voilà donc cette assemblée. Donc je commande déjà cette photo. Les boiseries que vous voyez sur le deuxième plan de la photo sont des boiseries donc, du 18e. On peut deviner des médaillons, on en voit 6 je crois. Il en manque donc autant, qui représentent les vertus. Donc, ce qui faisait d'ailleurs des personnages féminins intéressants à voir pour les moines du 18e. Et donc, il y a eu, il faut évoquer ce fait-là, il y a eu, au moment de la transformation de l'abbaye en une prison, la personne qui était chargée de cette transformation n'avait plus le budget nécessaire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'on faisait souvent, hélas, à cette époque, il a détruit l'abbatiale, c'est-à-dire l'église de l'abbaye. Et du coup, quand les prisonniers ont commencé à arriver, eh bien, il n'y avait plus de lieu dédié au culte. Or, c'était très sérieusement conseillé de participer à un culte. Et donc, on a transformé, voilà maintenant l'état actuel. Et ce qui permet d'ailleurs, c'est une photo très intéressante, vous voyez que le mur qui est au fond, qui est le mur est, eh bien, est percé de 7 portes qui donnent un rapport direct à la détention. Alors vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ces portes perchées? Eh bien, si vous regardez bien, vous pouvez deviner, entre les boiseries et ce mur du fond, il y avait 3 niveaux de tribunes. Et donc, des détenus arrivaient directement de leurs cellules, soit des cellules collectives, il y a une cellule collective qui est aussi dans les diapos, soit des célèbres cages à poules, s'installaient. Il y avait aussi, comme vous l'avez vu sur la diapositive précédente, de nombreuses personnes qui étaient au rez-de-chaussée en provenance d'autres endroits de détention, parce qu'il faut savoir que tout ça vient du Grand Cloître, qui est quelque chose d'absolument gigantesque et dont la surface au sol a encore été étendue au moment de la transformation par la construction d'un entresol qui est aussi sur une des diapositives. Voilà donc pourquoi on appelle ce lieu le réfectoire chapelle. Alors je crois qu'il faut ajouter aussi que certaines des photos qui sont passées derrière nous rappellent aussi des heures douloureuses de la prison, notamment la prise d'otage Buffet-Bontemps, qui a mis le nom de Clairvaux dans beaucoup de mémoires en France, et rappelle aussi les 2 morts de l'époque et d'autres sacrifices qu'a fait la pénitentiaire à Clairvaux. Alors, en 2 épisodes très tristes, tragiques, non pas 2, mais 3 morts, vous avez vu passer, ou vous verrez passer 2 plaques commémoratives qui sont à l'intérieur des parties administratives de l'actuelle prison centrale. Et donc, la plaque de gauche, c'est le souvenir de Nicole Comte, infirmière, et d'un surveillant. Et 21 ans après, il y a eu encore
un décès, monsieur le directeur confirmera, mais c'est le dernier décès d'un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire dans l'exercice de son métier. Et donc, il se trouve que les dates anniversaires sont proches et que chaque année, au mois de septembre, il y a une cérémonie tout à fait poignante, en tant que président, précédemment vice-président de l'association voisine, on est à quelques dizaines de mètres, on assiste sur invitation donc du directeur aux cérémonies, c'est tout à fait poignant, et donc effectivement c'est la mémoire du site de la prison, une mémoire récente, puisque vous pourrez voir, voilà les dates, vous voyez les événements en 71 et en 92, et d'ailleurs vous disiez, M. Fortier, que le rôle d'association dans la réflexion sur l'avenir de Clairvaux existe, vous avez sans doute raison, mais les personnels de la centrale, quand ils ont entendu parler de la destruction des bâtiments qui restaient, ont eu une réelle émotion, parce que pour eux, ça a été leur vie, c'est pas un métier ordinaire du tout, n'est-ce pas, monsieur le directeur? Voilà. Vous, si on peut vous demander un peu votre avis plus personnel, comment rêvez-vous de présenter Clairvaux dans 8, dans 10 ans? Où rêvez-vous d'emmener les visiteurs et que souhaiteriez-vous leur dire? Encore merci pour cette question, parce qu'elle va me donner l'occasion d'évoquer la mémoire de mon prédécesseur, une personne vraiment tout à fait extraordinaire, qui est morte il y a 1 an et 2 jours précisément. Et donc, quand Jean-François Leroux, pour ne pas le nommer, a su l'imminence de la fermeture, il a travaillé, après il a été contacté, mais il n'a pas attendu d'être contacté pour donner des idées, il a travaillé d'arrache-pied, et donc dans le cadre d'un appel à idées qui certes n'engage pas l'État, mais qui contient un nombre de pistes incroyables, eh bien, grâce à ce travail, je vais pouvoir répondre, puisqu'évidemment, l'admiration que je porte à mon prédécesseur fait que j'approuve la totalité de son travail. Alors, il y a des éléments qui sont assez naturels. Vous avez parlé de Fontevraud, qui est maintenant un lieu qui à la fois propose de l'hôtellerie, de la restauration de grande qualité. C'est un lieu où il y a des musées. Soit dit en passant, l'idée quand Fontevraud a fermé dans les années 60, c'était que le patrimoine carcéral n'était pas aussi intéressant que le patrimoine religieux. Et donc à ce moment-là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été détruites. Raison de plus d'ailleurs, puisque l'histoire même de Fontevraud prouve que les personnes qui gèrent Fontevraud souhaitent retrouver tout ce qu'il est possible de retrouver des traces carcérales. Donc, pour ce qui concerne Clairvaux, attachez à votre micro. Pardon, que ce qui existe ne soit pas détruit. Donc, une partie hôtelière, comme à Fontevraud, bien sûr, d'une manière un petit peu plus précise, en 2 secondes, il y aurait assez rapidement la possibilité qu'il y ait un établissement, disons, de classe moyenne, et puis la cour d'honneur, qui est une partie de ce que possède actuellement le ministère de la Justice, pourrait être transformée en hôtel de luxe. On est pile poil au milieu du trajet des Anglais. Je sais bien qu'ils ont quelques soucis pour aller sur la Côte d'Azur aujourd'hui, mais si par hasard ils s'y rendent par l'autoroute qui est fait pour ça, entre autres, eh bien, à mi-chemin, ils pourront, j'espère, tout à fait profiter d'une hôtellerie de luxe. Autre chose tout à fait naturelle, et également sur le modèle de Fontevraud et sur le modèle de tant de lieux analogues, eh bien évidemment, 1 et pourquoi pas 2 musées, puisqu'il y a 2 sujets qui s'imposent. Il n'existe nulle part de musée de l'histoire cistercienne globale, dont vous avez compris par mes propos d'il y a quelques minutes que c'est une histoire absolument majeure. Par exemple, sur la vie de Saint-Bernard, la probabilité que le pape obéisse à Saint-Bernard était beaucoup plus forte que la probabilité que Saint-Bernard obéisse au pape, pour vous donner un petit peu l'envergure du personnage. Mais ça s'est bien sûr poursuivi. On compte près d'1 millier d'abbayes d'hommes, un peu plus d'abbayes de femmes. Chacune de ces presque 2000 abbayes
a des, des bâtiments extérieurs, ce qu'on appelle souvent des granges, mais aussi des maisons de ville, à raison de 20 ou 30 par abbaye. Je vous laisse effectuer la multiplication. Donc cette histoire, qui n'est nulle part rassemblée, évidemment, elle existe, elle est étudiée, hein, elle fait l'objet de nombreuses thèses, elle fait l'objet, dans le cadre de l'ARCIS, hein, Association pour le rayonnement et la culture cistercienne. Donc c'est une organisation qui, en permanence, avec des historiens dédiés à ce travail, en permanence, donc travaille ces sujets-là. Eh bien, dans les lieux prestigieux de l'abbaye de Clairvaux, hein, dont vous avez compris qu'elle avait presque emporté sur Cîteaux dans le rôle joué pour le développement, eh bien, un musée de l'histoire cistercienne aurait bien sûr toute sa place. L'autre musée de l'enfermement. Merci, nous avons déjà un petit peu dépassé la Désolé. limite de temps. Je suis un peu bavard. J'espère. Non, mais c'est un grand plaisir que de vous voir exposer quelque chose qui vous passionne. Et ça se sent. Merci beaucoup aux images que Mireille Bouvet nous a réunies pour étayer à 300 km de Clairvaux cette démonstration. Et je laisse la parole à Sacha Marche pour nous donner le rendez-vous suivant. Oui, merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir Monsieur Beureux, au moins pour sa culture et son enthousiasme, et bien sûr notre ami Jacques Fortier. Alors nous allons faire une petite pause pour des raisons d'hygiène, etc. Comme vous savez que nous sommes encore en période Covid, nous allons ouvrir les fenêtres et nous reprenons avec les tables consacrées à l'aumônerie dans à peu près 20 minutes. Ça nous permettra peut-être aussi à toutes et à tous de faire plus connaissance, ce qui n'est pas plus mal. Si vous souhaitez sortir, prendre l'air, vous pourrez re-rentrer puisque logiquement, vous avez un billet pour la deuxième séance. Voilà, merci beaucoup.